visitons présentement une usine du groupe Savoie à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, une entreprise fondée en 1978 qui a bien failli disparaître lors d'un incendie majeur en 1980, mais qui existe toujours grâce à la persévérance et à l'inventivité de M. Jean-Claude Savoie, son propriétaire, et de son équipe. Ce visionnaire est une référence dans le monde des affaires. Son entreprise est sans contredit le fer de lance dans l'industrie du bois. Voici le président du conseil d'administration du groupe Savoie, M. Jean-Claude Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de Saint-Quentin, M. Savoie. Depuis toujours. Vous y habitez, votre entreprise est dans le village même. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le principal employeur du village? Oui, sûrement. Là. Ça veut dire que vous êtes dans la vie de votre village, Oui. sous plusieurs formes. C'est une fierté énorme pour lui. Puis Jean-Claude étant un individu de personne, a toujours été... c'était de faire la différence dans sa communauté, ce qui a fait grandement. C'est quelqu'un, c'est sûr, de très sensible. Peut-être qu'il ne va pas le montrer parce qu'il est quand même réservé, beaucoup. Puis encore là, c'est des choses peut-être que les gens qui le connaissent pas beaucoup savent pas. Ça fait des centaines de discours qu'il fait, puis il est toujours super stressé avant de le faire, mais il fait toujours ça très bien. Puis souvent, il met un petit peu d'humour là-dedans, puis ça détend l'atmosphère. Après ça se passe super bien. Merci, grand-papa, pour ta grande générosité. Grâce à toi, nous avons la chance de vivre de belles activités à notre école. Il va toujours avoir quelque chose à dire pour motiver les gens. Une nouvelle idée. Ah, j'ai lu quelque chose dans un journal hier, il parlait justement de telle chose. On pourrait peut-être essayer ça. C'est beaucoup quelqu'un d'innovateur, des idées et du positivisme. Il cherche toujours que les gens soient bien et que les gens aient des idées eux aussi, à les motiver à se surpasser. Oui. Es-tu filmé, c'est le temps, là? Mais c'est un gars qui n'a jamais lâché, puis c'est un visionnaire. Okay? Puis il a tout le temps investi dans la région. C'est un gars qui reste à Saint-Quentin, puis qui se promène à travers les gens. C'est un gentleman. Il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas d'emploi s'ils ne seraient pas ici. Pour vous dire ce que ça représente dans notre région, les employés du groupe Savoie, première des choses, il y a une étude qui a été faite par la firme Jupia en 2009. Puis ça démontrait clairement que 49 % de la population active travaillant, les gens qui travaillent dans notre région, dépendent directement du groupe Savoie. Fait que vous pouvez vous imaginer qu'une personne sur deux dépend du groupe Savoie. Ça fait que la main-d'œuvre ou l'importance du groupe Savoie en région est extrêmement importante. 500 employés? Plus ou moins. Plus ou moins. On peut dire 500, oui. Des hommes et des femmes? Oui, beaucoup de femmes. Puis qu'est-ce que vous faites de particulier, je dirais, de pas comme les autres, avec votre façon de travailler le bois? Ça a été un des rêves à mon père. C'était de prendre notre ressource, nos arbres, finalement, puis de faire quelque chose avec, mais de faire quelque chose de plus que seulement que des planches. Parce que mon père disait toujours, c'est donc de valeur, on scie du bois, mais notre bois s'en va à Montréal, il s'en va un peu partout, puis on fait rien avec. On sciait des planches, on les envoyait tout simplement sous forme de planches. Puis ça a été depuis longtemps un des buts chez Groupe Savoie, c'est de rajouter de la valeur à ces pièces de bois-là. Fait qu'on prend des pièces de bois franc, l'érable, merisier, bouleau, on les fait sécher. Ensuite, on les découpe en toutes sortes de produits. Par exemple, des portes d'armoire de cuisine, des composantes de portes d'armoire, des composantes de meubles, des planches pour découper le pain, par exemple, des planches à pain. On fait toutes sortes de produits. On fait du plancher de bois franc. On fabrique des palettes aussi avec notre bois. Fait que finalement, quand on coupe un arbre, il va virer longtemps dans notre usine avant que les pièces, les différentes parties soient expédiées aux clients. Comment vous êtes arrivé à devenir un homme d'affaires parce que vous étiez professeur de sciences? Oui, ça, c'est une drôle d'histoire. Je pense, papa, en ayant été enseignant, il a enseigné 8 ans. Jean-Claude m'a déjà enseigné l'école. Sûrement qu'il a son background en chimie, c'est sûr, il a toutes ses connaissances en chimie. Je peux vous assurer que c'était vraiment un type très intéressant.
Puis j'imagine que dealer avec une classe, c'est peut-être un peu la même chose que dealer avec une équipe. Je croyais que c'était un type très intéressant au niveau de l'enseignement, mais j'ai rapidement vu qu'en termes d'entrepreneur, c'était un individu tout à fait qui dépasse toute attente. Mon père était gérant d'une petite usine de sciage qu'il avait construite pour son employeur en 1963. Puis, il avait toujours rêvé d'avoir son propre moulin à scie. Il disait, si je pouvais avoir un moulin, je pouvais me bâtir un moulin, mais il n'y a pas d'argent, naturellement. Nous autres, les Acadiens, on n'a pas de fortune de famille qui nous a aidés dans la vie. Fait qu'il fallait commencer quelque part. Fait que, en tout cas, moi, j'enseignais à la polyvalente, puis souvent, on parlait de choses comme ça. Puis, à un moment donné, je ne sais pas qui a eu l'idée ou la suggestion, mais si on mettait nos avoirs ensemble, peut-être qu'on aurait assez de fonds pour acheter le moulin du propriétaire qui commençait à être âgé. Puis, il avait déjà refusé, mais il commençait à penser de peut-être accepter l'idée de vendre le moulin. Fait que, à un moment donné, quand il a accepté, bien, on a pris chacun une hypothèque sur notre maison. C'était le seul avoir qu'on avait. On n'avait rien d'autre que ça. On s'est servi de ce montant-là pour emprunter. Puis on est parti comme ça. Ce qui revient avec les grands bâtisseurs, c'est le risque. Vous avez risqué, et là, vous avez tout risqué. On a acheté un billet. Un billet de loterie. Un gratteux, oui. Il a fallu gratter des fonds de tiroir, c'est sûr. Les débuts ont été difficiles, oui. Ça a été, les 2 premières années, ça a quand même été assez bien, mais c'est qu'à la 2e année, le moulin a brûlé. Fait que là, ça allait moins bien. Puis là, on n'avait plus de maison hypothéquée. Elle était déjà hypothéquée. Fait qu'on s'est ramassé quand même pendant une année là, à tirer le diable par la queue. L'entreprise a été à un niveau presque fermé. Mais avec l'audace, la passion et le cœur, ils n'ont jamais lâché. 1 an sans salaire, avec sa petite pension d'enseignant qu'il avait accumulée du temps qu'il avait enseigné, mais c'était très peu. Maman savait trouver un emploi. Finalement, ce qui nous a sauvés, c'est le gouvernement nous a accordé une garantie de prêt. On avait transformé un autre petit moulin qu'on avait acheté entre-temps pour scier les petits bio, puis le moulin qui a brûlé, c'était pour scier les gros bio. Finalement, là, on s'est ramassé avec un moulin pour scier des petits bio, mais on avait des gros et des petits. Si ça n'aurait pas été de l'acharnement, de la passion, aujourd'hui, le groupe Savoie, ce serait probablement même plus une usine site. Vous passerez, puis il y aurait probablement du gazon, puis peut-être un champ avec des animaux, je ne sais pas, mais vous ne verrez pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas et qu'on persévère? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Ma femme dirait que peut-être parce que j'étais une tête de cochon, j'étais entêté. Mon père aussi était quand même un gars de courageux. Ça a été du courage puis de l'entêtement, je suppose, puis croire qu'on pouvait faire quelque chose. Je pense qu'on croyait beaucoup dans ce qu'on pouvait faire. Alain Bossé, un collègue et ami de M. Savoie depuis une trentaine d'années, partage avec nous un regard privilégié sur l'entreprise et son propriétaire. C'est que si on recule dans les débuts du groupe Savoie en 1978, où son père et Jean-Claude ont débuté, à l'époque, on avait une usine de transformation qui utilisait la crème que j'appelle, là, ou la bonne bille de l'arbre, qui représentait, c'est-à-dire quand on abattait un arbre, on utilisait à peine 10 de l'arbre, qui était la crème, puis le restant, ça en allait dans les usines de pâte et papier ou autres. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de dire qu'on n'utilise pas 100% de l'arbre, mais on utilise 125% de l'arbre. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'utiliser le matériel sciable, on utilise les branches, le top, qu'on va déchiqueter, qu'on va emmener à notre usine de granules pour faire de la granule de bois. Fait qu'aujourd'hui, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Puis c'est la raison également pourquoi est-ce que le groupe Savoie a su tirer son épingle du jeu. Mais vous devez sûrement avoir modernisé. Je me suis toujours posé la question, comment se fait que c'est comme ça, puis pourquoi que ce ne serait pas comme ça? Par exemple, l'épaisseur des scies. Je me souviens les premières années qu'il y avait plus qu'un quart de pouce. Les scies, ça avait quasiment 3,8 d'épais de scie. 3,8, c'est quand même du brin de scie. À chaque fois qu'on sciait une planche, il y avait 3,8 d'épais qui s'en allaient en brin de scie. Aujourd'hui, on est rendu avec des scies qui ont moins qu'un huitième de pouce. Fait que ça, c'est en mettant des machines plus modernes, en ayant en tout cas toutes sortes de technologies, là, mais c'est juste un exemple. Dans tous les domaines, c'est comme ça. On a des scanners, par exemple,
qui regarde les planches, puis qui décide quelle place que la planche va être coupée, le plus proche possible du nœud, puis la meilleure valeur possible. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs qui font ça. Anciennement, c'était des personnes qui regardaient la planche. Bon, je vais la couper là, puis je vais la couper là, puis ça va faire à peu près ça. À peu près, là, c'est pas trop rentable. Il faut que ça soit précis. Fait qu'on a beaucoup de technologies nouvelles. On a je ne sais pas combien d'ordinateurs dans ces usines-là aujourd'hui. C'est incroyable. C'est mon père, quand mon père est décédé, il n'avait pas d'ordinateur. Il en avait peut-être un dans le bureau, puis je ne suis pas sûr même. Mais aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Après, chaque machine a un ordinateur. Tout ça fait que ça nous permet d'être compétitifs dans ces marchés mondiaux-là. Aujourd'hui, les usines de sciage, c'est plus les usines qu'il y a 40 ans. Avec des ordinateurs, puis des systèmes, puis des gens éduqués, des gens qui ont la connaissance nécessaire à ce niveau-là. Parce qu'il y a la moitié de nos amis là, qui ne sont plus là. C'est la moitié de l'industrie forestière qui est disparue au Nouveau-Brunswick. Avez-vous pensé que le groupe Savoie aurait pu ça aurait pu arriver. Disparaître? On a graffiné, puis on a pris des mesures, serrer la ceinture, rajouter des trous à la ceinture. On a fait toutes sortes de choses pour essayer de rester compétitif, rester la tête hors de l'eau, parce qu'on voyait chaque côté de nous autres, ça tombait. Et qu'est-ce que vous faites ce temps-là? Est-ce que vous faites une réunion avec le personnel pour le... Oh, mon Dieu, on a fait beaucoup. Des réunions, on engage même des consultants pour venir nous aider à voir des choses qu'on ne voit pas. Il y a mille et une choses qu'il faut faire. Puis est-ce que vous vous dites c'est le tout pour le tout? C'est sûr qu'avec les années, on prend de l'expérience, puis on voit quand même mieux les possibilités, où on peut, la direction qu'il faut prendre pour passer à travers. Fait que c'est peut-être un moins grand risque que le tout début, là. Mais il reste quand même que le risque est là chaque jour. Là. Ceux qui sont disparus, C'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents, il est arrivé quelque chose. Soit qu'ils n'ont peut-être pas modernisé assez vite, ils n'ont peut-être pas réinvesti assez au fur et à mesure, toutes sortes de raisons, mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas... Puis les employés? Les employés se retrouveraient du jour au lendemain sans emploi? Bien, c'est ça. C'est un poids aussi. C'est quelque chose qu'on pense. Il y a 500 personnes qui dépendent de ce qui se passe à l'usine. Il faut y voir. Vous êtes présent dans votre communauté, évidemment, à cause du groupe Savoie. Bon, c'est comme réciproque et mutuel. La communauté a besoin de nous autres, on a besoin de la communauté. On s'entend bien ensemble. Je pense qu'on fait bon ménage. Il y a le Festival Western. Vous êtes un partenaire du festival, parce que le Festival Western... Ça va faire 30 ans l'année prochaine, puis si Dieu le veut, là, on va être commanditaire majeur pour la 30e année. Toutes les rénovations, à tous les ajouts, les modernisations, on est là pour un paquet d'autres choses aussi. Là. À l'école aussi? À l'école. Marque de reconnaissance? Au début, on m'avait demandé si j'acceptais qu'on nomme la cafétéria en mon nom. Je pense que j'aimerais mieux la bibliothèque. Ça fait plus école. Ils ont donné mon nom à la bibliothèque. Je trouvais ça plus instructif. Ça a été quand même... Ça m'a fait un petit velours. Ouais. Puis au niveau de la communauté, la générosité de Jean-Claude et de la famille Savoie a toujours été un joueur très important. J'ai commencé une fondation il y a quelques années. Qui est la fondation? La Fondation Hector Savoie. Votre père? Oui, que j'ai le nom de mon père, au nom de mon père. Cette fondation-là, c'est pour aider les gens qui en ont besoin. Comme par exemple, quelqu'un qui se fait soigner pour le cancer, qui a besoin d'aide financière pour aller à Moncton, rester à l'hôtel, les restaurants, les parents, sa femme, ses enfants, ou en tout cas. Le gouvernement va couvrir l'opération, les médicaments à l'hôpital, mais tout le reste, il n'y a rien de ça qui est couvert. Puis hier, juste une anecdote, mais je suis allé porter un petit motorisé que la fondation appartient à une personne qui a de la difficulté à se déplacer. Bien, c'est pareil comme si j'aurais donné le ciel à cet individu-là qui va lui permettre justement de se déplacer. Puis aussi, l'argent de la Fondation sert aussi à payer
peut-être pour ça qu'ils voulaient donner le nom à la cafétéria. Là, je paye les dîners de certains jeunes qui n'ont pas d'argent le midi. C'est important pour vous d'être là pour la communauté de cette façon-là? Je pense qu'on a besoin des deux, là. C'est quelqu'un, c'est ça, d'extrêmement généreux. Il a vraiment à cœur la communauté. S'il peut aider quelqu'un, il va le faire. Je pense qu'il veut faire profiter à toute la communauté, justement, de son succès. Ça, c'est une grande qualité, puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup. De plus, la bibliothèque de l'école portera son nom. Alors, la bibliothèque de l'école Monseigneur Martin se nommera Monsieur Jean-Claude Savoie. J'ai beaucoup à cœur l'éducation puis l'école. D'ailleurs, l'école de Saint-Quentin est maintenant une école communautaire. J'avais entendu parler que ça existait ailleurs, puis je me demandais comment ça fait qu'on n'a pas ça chez nous. J'ai été à Fredericton rencontrer quelques personnes, puis nous autres, on paye le salaire d'une des deux intervenantes. Le gouvernement paye l'autre, puis maintenant, on a une école communautaire. Ma grand-mère enseigne le français. Jean-Claude a une diversité, il est intrigué par tout ce qui se passe. C'est une personne qui a quand même voyagé beaucoup à travers le monde, puis qui a été chercher des connaissances. Il est vraiment remarquable quand vous parlez de l'histoire. C'est une personne qui lit beaucoup, puis une personne très intéressante à parler avec. Il y a quelqu'un qui m'a dit déjà, je me souviens pas c'est qui, je pense que c'est Maurice Basque, m'a dit que le nom Savoie, c'était à l'occasion de mon doctorat honorifique. J'ai reçu un doctorat honorifique à un moment donné. Puis Maurice me disait que les docteurs honorifiques de l'Université de Moncton, c'était le nom Savoie qui revenait le plus souvent. Je n'ai pas vérifié, là, mais c'est possible. Parce que l'histoire vous intéresse. Oui, l'histoire m'intéresse. Je ne me souviens pas à quelle occasion j'ai découvert que j'étais acadien, parce que quand on était jeunes, nous autres, chez nous, acadiens, à Saint-Quentin, là, ça ne se parlait pas. La plupart des gens qui ont colonisé Saint-Quentin étaient du Québec. Mais mon grand-père et mon père, j'ai entendu rarement le mot acadien chez nous. Mais à un certain moment donné, en tout cas, je me suis réveillé au fait que j'étais acadien ou que j'étais de descendance acadienne, même si ma mère est québécoise. Finalement, on a découvert où on croit être. On est à peu près sûr que c'était là que les premiers savoirs se sont établis en Nouvelle-Écosse. Avec l'aide d'un archéologue de l'Université Sainte-Anne, on a fait faire des fouilles archéologiques sur le lieu de la fondation de la maison Savoie. À un moment donné, les Anglais sont venus dans cette région-là, ont brûlé toutes les maisons qu'ils ont trouvées. Et les Acadiens sont revenus, ils ont reconstruit. Puis la dernière fois, c'était en 1755, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas revenu. J'ai une brique à mon bureau qui vient de cette maison-là, de la cheminée, une brique de la cheminée. Quand je te disais que c'était un gars de projet, là, ben si tu vas à la pêche, ça va être intense. Si tu vas à la chasse, ça va être intense. Si tu vas, c'est toujours intense, dans le sens que c'est dans sa nature. Il l'avait ce côté-là. Il aimait vraiment nous amener, essayer de nous faire découvrir ses passions. On peut dire ça comme ça. Aussitôt que les enfants ont été en âge de comprendre un petit peu c'était la chasse, la pêche, on veut y aller avec grand-papa, on va aller pêcher avec lui, on va aller à la chasse, on veut voir des perdrix, on veut avoir des truites, saumon. Mais je sais qu'il a toujours aimé ça. Même quand on était petit, il allait à la pêche souvent. Peut-être pas dans ces places-là. Dans ce temps-là, il y avait peut-être moins les moyens. Mais il allait à la pêche à la truite ou il allait... Je sais qu'il adore ça, là. Vous aimez la pêche? Oui. La pêche au saumon. Ma femme dit que je suis malade de la pêche. Moi, je dis que j'aime la pêche. Vous passez beaucoup de temps, mais en tout cas, le plus que vous je pouvez. pêche une moyenne d'au moins 3 semaines à chaque été. Là. Si je compte les journées, là, ça fait 3 semaines pleines. Là. Espacées, naturellement, pas tout d'un coup. J'aime beaucoup ça. Comme on dit en anglais, it's not the catching, c'est le fishing. C'est pas le pognage qui est le fun, c'est le pêchage. C'est quasiment un art. On lance, on essaie différentes mouches. J'ai même une mouche qui s'appelle la Savoie, que je me sers, que j'ai d'ailleurs, qui a pris plusieurs saumons. Puis, ce qui est beau aussi, c'est qu'on est en pleine nature, là, sur la rivière, les arbres, c'est en pleine forêt. On voit toutes sortes de choses, des animaux, différents insectes. Les jeunes s'amusent avec les roches sur le bord de l'eau. Jean-Claude étant un gars de nature, un gars qui aime la nature, c'est sa place de divertissement. Puis également, on dépend de la forêt. Ça fait que si on fait une mauvaise job en forêt, je peux vous assurer que Jean-Claude va être le premier à venir nous dire « Hey, boys, ça fait pas de bon sens de couper ce terrain-là, faire une telle coupe. » Ça fait que son côté environnementaliste était aussi une chose extrêmement importante parce qu'il faut dire que la forêt, c'est ce qui assure notre viabilité à long terme. Diriez-vous qu'il faut être passionné de ce qu'on fait
pour être en affaires? Ah ben oui. Si on y va du reculon, là, on ne voit pas ce qu'on va. Il faut aller de l'avant, puis il faut foncer. Puis si on frappe une porte fermée, on essaie de l'ouvrir. Si on ne veut pas l'ouvrir, on fait le tour. On passe par-dessus, on passe à côté. Mais oui, il faut... Jamais lâcher. Il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut jamais dire non. Si tu ne sais pas, tu dis « je ne le sais pas ». Mais attendez un petit peu, on va vérifier, puis on va vous amener une réponse. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on fabrique des palettes. Il y a quelqu'un chez McCain, à un moment donné, qui m'a demandé si je pouvais lui faire une commande de palettes. On n'avait jamais fait de palettes de notre vie. On n'avait pas d'équipement, on n'avait rien. Mais j'ai dit, attends un peu, je ne sais pas, là, on va voir. Puis 2 semaines après, on fabriquait des palettes. C'est comme ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, on en fait plus qu'1 million par année. Puis une de vos grandes qualités, c'est la persévérance. Avez-vous déjà eu à convaincre, justement, à l'embosser, votre bras droit, ou les gens autour qui travaillent avec vous, oui. de continuer de pas... Ouais. On va bien ensemble parce qu'on n'a pas le même caractère. Alain est plus du côté prudent. Moi, je suis plus du côté allons-y, puis on regardera après. Fait que ça aide aussi, là, des fois, à se cogner le nez moins fort. Je pense qu'on se complète bien de cette façon-là. Oui. Dans une équipe, ça prend de tous les genres. Les idées manquent pas. On a beaucoup de projets. Puis un des projets qui fascine encore Jean-Claude un jour, ce serait de produire du diesel à partir du bois. C'est sûr qu'il y a l'environnement là-dedans, mais il y a aussi la viabilité de la compagnie, pour dire d'utiliser l'arbre à 100%. Fait que dans le fond, la biomasse qui fait les granules de bois ou les petites bûches qu'on fait ou les blocs. Ça fait que c'est pas les idées qui manquent, c'est pas la vision qui manque, c'est le commitment, puis il est là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de coupure de dire, bien, au travail, c'est vraiment un performeur, mais il arrive dans sa vie privée, puis il s'assit, puis il fait rien de ses journées. Non. C'est la même personne au quotidien. Il n'y a pas vraiment 2 Jean-Claude Savoie. C'est la même chose dans sa vie privée que dans sa vie publique, on va dire. Mais quand vous êtes dans votre rivière, avec le saumon que vous attendez, là, il n'y a pas personne qui peut vous arrêter. Vous pouvez continuer. Il y a juste le guide qui va me dire, ben là, il faut s'en aller, là, il est l'heure de partir. Là. C'est à peu près le seul temps que je m'en vais. S'il ne parle pas, je continue. Monsieur Jean-Claude Savoie, ça a été un immense plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir également pour moi.